Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. La crise sanitaire et le confinement vous ont peut-être donné envie de franchir le pas d'une reconversion professionnelle. Eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Un actif sur deux affirme de l'avoir déjà envisagé. Ce matin, nos invités, eux, ont opéré ce virage. Mais avant, comme chaque jour, on retrouve Evan. Salut Evan. Salut Anne Fantet, bonjour à toutes et à tous, j'espère que la tempête ne vous a pas trop décoiffé. Ici ce matin à Sarzeau, ça souffle encore un peu, mais bon, il y a quand même pire comme endroit pour commencer la semaine, n'est-ce pas Anne Fantet? C'est plutôt sympa ici. C'est pas mal, joli cadre en effet. Alors, vu qu'on parle de reconversion, je vous propose de passer la matinée en compagnie de Marie-Gabrielle. Elle a commencé sa carrière en tant qu'hôtesse de l'air et maintenant, elle travaille dans un tout autre domaine qui n'a rien à voir. Mais je ne vous en dis pas plus puisque c'est toi, Marie-Gabrielle, qui va nous le dire. Bonjour déjà. Bonjour Evan. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours de tes débuts jusqu'à ton arrivée à Sarzeau ici en 2003 ? Oula. Brièvement. À 20 ans, j'étais hôtesse de l'air. La vie a fait que j'ai bifurqué. Je suis arrivée à Paris, adjointe responsable d'un magasin pour enfants. J'ai appris la vente. Puis, 2 enfants, 3e enfant. Et là, je repars en Guadeloupe où c'était mon île de cœur. Et en revenant sur Paris, je me retrouve chargée de mission à la Confédération des chocolatiers de France. La vie me fait retrouver un Breton rencontré sur mon île natale et débarquer en Bretagne en 2003, découvrir le monde des écloseries où on y produit du phytoplancton, la nourriture des bébés huîtres. Et je me passionne pour ce monde-là. Donc en 2003, tu arrives pas très loin d'ici pour justement faire naître des bébés huîtres. Et puis l'année dernière, tu deviens inventrice. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Inventrice, c'est le féminin d'inventeur, j'ai appris ce mot. En fait, de 2003 à 2011, j'ai travaillé dans cette écloserie et j'ai découvert tous les postes de ce métier puisque je n'y connaissais rien dans ce monde de la mer. Je la connaissais en allant me baigner, mais pas en la travaillant. Et je me suis passionnée donc pour ce phytoplancton. En 2011, quand on se sépare, je monte mon propre chantier avec au fond de moi l'envie réelle de mettre sur la table quelque chose qui n'était pas connu, mis à part sous forme de comprimé ou de gélule. C'était le fameux concentré de végétal marin que j'allais mettre à la table d'un hôtel Thalasso et Spa 5 étoiles proche de chez moi, en déposant un brevet, la fontaine de jouvence marine. Alors voilà, ça s'appelle la spirubraise. C'est une spiruline, si je me permets de la vulgariser un petit peu, une spiruline cultivée uniquement à base d'eau de mer, une première mondiale. Et on en a un petit peu dans ce flacon. C'est ça, je te laisse nous expliquer un peu en détail. Mais vraiment comme si j'avais 5 ans, j'ai jamais été très fort en physique-chimie, moi, au collège. Alors ça, c'est un véritable hors-vert marin et breton, puisque né en terre bretonne. Et c'est pour ça que je lui ai donné le nom de spirubraise. Le phytoplancton, ce sont les microalgues que l'on donne à manger aux zooplanctons, tout ce qui est petites larves. Donc évidemment, c'est du monde du microscopique. On le travaille en laboratoire, comme on travaillerait dans un potager, mais c'est en laboratoire parce que on doit travailler avec un microscope. Et là, on va y développer, y ensemencer nos souches, passant de flacon en flacon, ce que vous verrez dans mon laboratoire. Et en ayant rencontré plutôt le phytoplancton, j'ai eu envie de le mettre au cœur de la table et je me suis rendu compte que la spiruline, si dans son milieu naturel, elle est travaillée dans des lacs d'eau saumâtre, enfin elle est naturellement dans des lacs d'eau saumâtre, elle est travaillée par l'homme avec de l'eau douce ressalée. Ah oui. Ce qui était quand même dommage pour un produit salin. Surtout qu'en Bretagne, on a de l'eau de mer partout. Exactement. Du coup, j'ai mis à profit toute mon expertise gagnée dans le phytoplancton sur la spiruline et je l'ai redéployée dans de l'eau de mer, mais 100% à l'eau de mer. Alors, on va voir justement tout à l'heure tous les usages qu'on peut faire avec cette spiruline. Une spiruline, c'est une souche unique au monde. Oui. Donc, c'est vraiment la Bretagne qui rayonne dans le monde entier grâce à toi et qui va rayonner. Tu vas nous expliquer, tu as plein de projets, plein de choses à dire et on va filer et se mettre à l'abri dans le laboratoire de Marie-Gabrielle qui n'est pas sans surprise, vous allez voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et on poursuit également la discussion sur notre plateau. Et je commence avec vous, Nathalie Bagot. Vous êtes professeure des écoles dans une prison. Il y a 10 ans, vous travaillez dans le milieu de la banque. Comment cette envie de reconversion s'est imposée à vous ? Ça s'est imposé petit à petit en fait. Voilà. C'était certainement une perte de sens par rapport au métier que je faisais. Et aussi, vous faisiez quoi spécifiquement à la banque ? Alors je travaillais en réception clientèle en fait, dans une agence. Et aussi une envie de se donner un petit challenge personnel pour accomplir de nouvelles choses. Donc voilà, l'envie a germé petit à petit. Et
différentes idées ont émergé à l'époque. Et puis, l'idée du professorat est venue assez rapidement, en fait. Voilà. Emmanuel Grosvalet, alors vous, bonjour, vous êtes depuis 1 an négociateur immobilier à Rennes. Mais avant, vous étiez tambour-major adjoint dans l'armée. C'est ça. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que d'être musicien dans l'armée? Parce que moi, j'étais Donc effectivement, surprise. c'est une spécialité qu'on trouve qu'à l'armée, en fait, donc d'être musicien militaire. Pour vous donner une image, c'est le 14 juillet, quand on voit les musiques défiler sur le 14 juillet. Ça fait partie de nos attributions de musiciens militaires, mais pas que. Il y a des festivals aussi à l'étranger pour représenter, en l'occurrence, l'armée de terre, sur différents pays étrangers par rapport à des festivals de musique. Et mon dernier poste, en fait, de musicien militaire, c'était tambour-major, effectivement. Tambour-major, c'est la personne que vous voyez devant avec la grande canne. Alors, c'est pas pour taper sur les musiciens, c'est pour donner, en fait, tous les commandements. Oui. Donc, on peut pas donner à la voix, effectivement, puisque le reste de la musique joue pendant ce temps-là. Donc on commande des déplacements et tout ce qui est cérémonie. Et après 23 ans de bons et loyaux services, qu'est-ce qui vous fait sauter le pas? Alors, le pas, en fait, il a été que, inconsciemment, peut-être que ça arrive à beaucoup de gens, 40, 42 ans, on fait un petit bilan de soi-même, peut-être inconsciemment, en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je suis bien où je suis? J'étais bien, mais est-ce que j'avais surtout envie de voir autre chose? Après mon petit bilan personnel, effectivement, après 23 ans de service, et une petite appétence aussi pour le commerce, avant de rentrer donc, en tant que musicien militaire. Je me dis, tiens, pourquoi pas négociateur immobilier. Et effectivement, donc le pôle mobilité défense m'a permis, en fait, de... On va y revenir tout à l'heure sur les accompagnements. Merci. Alors, Sandrine Paulet-Tricheux, bonjour. Vous êtes responsable du service formation et prestations à Pôle emploi Bretagne. En général, quelles sont les motivations, les premières motivations des candidats à la reconversion? Généralement, en fin de compte, c'est, comme disait monsieur, en fin de compte, je pense que tous, à un moment de sa vie, on se dit qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait... Et donc, quand on se retrouve demandeur d'emploi, on se dit, tiens, c'est peut-être... la possibilité, le moment voilà, de se dire je vais changer de parcours et donc voilà. Et alors il y a les demandeurs d'emploi fin de contrat, il y a les premières, je dirais aussi les premières inscriptions où là on n'a pas forcément, je dirais un parcours de vie qui va se dire je veux faire ça. Donc là on va le travailler. Et puis après des fois il y a aussi malheureusement des licenciements économiques qui font que à ce moment-là on va se dire on va se poser puisqu'il y a un accompagnement de 12 mois et donc ça va permettre de pouvoir aussi réfléchir. Alors vous le disiez Nathalie Bagot, cette réflexion elle a pris du temps. Quelles étaient vos craintes au début quand vous vous êtes posé la question de la reconversion? Crainte de ne pas retrouver du sens dans le nouveau métier que j'allais embrasser parce que finalement c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. Enfin, de l'extérieur, on a forcément une vision un peu erronée de ce qu'est le métier. Ça, c'était une des grosses craintes. Voilà. Et puis ce challenge là, de recommencer tout à zéro, enfin, de repartir à zéro, de recommencer, de découvrir un nouveau monde. Une administration qui travaillait dans le privé avant. Enfin, ce sont deux mondes complètement différents. Emmanuel Grosvalet, vous avez eu des peurs, des craintes de quitter l'armée, parce que 23 ans, c'est toute une vie. Effectivement, c'est beaucoup de questions qu'on se pose quand on se dit, allez, on passe le pas, on change et on fait de reconversion. Et oui, la crainte effectivement, de quitter déjà un travail qui me plaisait, un confort aussi, de vie, on s'installe dans son travail, dans sa vie. Donc oui, des craintes. Pour ça, il y a la famille qui nous porte quand même dans ce nouveau projet. Et justement, comment on en parle autour de soi? C'est ce que ça doit être pas évident de se dire, moi je travaille dans l'armée et puis aujourd'hui je veux être agent immobilier. Alors, bon, ça déroute un petit peu. C'est passé comme ça, mais pas loin, effectivement. Donc, en fait, c'est une réflexion qui a été faite sur 2 ans. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Au moment où on se pose la question et au moment où on franchit réellement le pas, moi ça m'a pris 2 ans. C'est un temps nécessaire pour peser le pour, le contre avec la famille, justement, savoir si la famille veut bien porter notre projet, ce qui est quelque chose quand même qui n'est pas facile pour la famille, de se dire et qu'est-ce qu'on va devenir, et si tu ne retrouves pas de travail, et des questions tout à fait louables et logiques.
Donc ils m'ont porté, et pas que. Tout à l'heure, on va parler certainement de l'accompagnement. Ouais. Mais voilà, merci encore aussi à Pôle Mobilité Défense. Pareil pour vous, Nathalie Bagot, ça a été des années denses, parce que vous continuiez à vous former, le travail était toujours présent, et puis il y a la vie de famille. Voilà, c'est ça. Et je reviens sur ce que disait monsieur, l'accompagnement de la famille est essentiel. Enfin, c'est un projet qu'on ne peut pas mener seul, en fait. C'est un projet de famille, c'est pas un projet individuel. Moi, j'avais 2 enfants, la plus petite n'avait que quelques mois, en fait. Et c'est pareil, ça a pris quelques années avant la réflexion. Et si la famille n'est pas accompagnante, parce que moi, effectivement, je travaillais, j'étais encore en activité au sein d'une agence bancaire et je préparais le concours de recrutement pour professeur des écoles en même temps. Donc, c'est un investissement en termes de temps et d'énergie énorme. Sandrine Polet-Tricheux, quels conseils on peut donner pour capitaliser ce temps de réflexion et pas non plus aller trop vite? C'est vrai qu'avant de se former, il y a tout un parcours déjà à faire dans la réflexion, comme vous dites. Ce n'est pas que professionnel, c'est aussi personnel. Et donc, c'est vrai que Pôle emploi a différentes prestations par rapport à ça, qui va durer d'une journée à 8 semaines, voilà, pour pouvoir accompagner le demandeur d'emploi, mûrir cette envie de changer. Et donc, il y a aussi des périodes qui sont importantes. On en discutait hors plateau avec monsieur. C'est surtout l'immersion. Il est important à un moment donné, puisque des fois, on idéalise un métier. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est de pouvoir se confronter aussi à ce métier, voir si les conditions vont nous convenir, parce que l'essentiel, c'est de s'épanouir dans son travail. Et aussi la réalité du marché du travail. Oui, parce que finalement, ce n'est pas difficile d'apprendre un métier, mais c'est de choisir le bon qui est difficile. Tout à fait. Il faut vraiment, en fonction du bassin où on travaille, où on habite, au niveau géographique, savoir si réellement, derrière, il y a aussi du potentiel d'emploi. Alors, en tout cas, pour ceux qui envisagent sérieusement une reconversion professionnelle, sachez qu'il existe plusieurs dispositifs pour y arriver. Regardez. Je changerais bien de taf, moi. Ouais, mais faut d'abord se former. Aujourd'hui, se reconvertir, c'est tendance. 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle. Que vous ayez 30 ans ou plus de 50 ans, que vous soyez en CDI, en CDD ou sans emploi, avec ou sans diplôme, c'est possible. Mais attention, une reconversion professionnelle réussie nécessite de bien réfléchir à ses motivations et de les adapter à la réalité. Conseil, commencez par faire un bilan de compétences. Vous pouvez le financer en totalité ou en partie grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Un consultant vous aidera à cibler les métiers, carrières et secteurs qui correspondent à vos compétences, votre personnalité et vos centres d'intérêt. Il pourra aussi vous conseiller des formations et des organismes adaptés à votre statut, salarié, demandeur d'emploi, indépendant ou agent de la fonction publique. N'hésitez pas là non plus à vous servir de votre compte personnel de formation. Il vous donne accès à des formations qui peuvent être entièrement prises en charge, et même pour certaines rémunérées. Alors, on change de vie. Voilà pour les dispositifs. Alors, comment vous avez été accompagné, Emmanuel Grosvalet ? Alors, donc, nous, dans le système militaire, en fait, on a ce qu'on appelle Pôle Mobilité Défense, en l'occurrence pour l'armée de terre. Pour résumer, c'est un peu le pôle emploi du civil, du privé. Donc en fait, ça se passe, je pense, un peu comme Pôle emploi. Voilà, on a une conseillère qui nous prend en charge, qui nous demande ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait pas trop faire, et puis essayer surtout d'avoir, par rapport à nos 23 ans de service ou 20 ans de service dans l'armée, essayer de mettre nos compétences acquises au profit du nouveau métier. Au profit, d'un métier. Et donc, de par, en fait, des bilans de compétences, tout simplement, on arrive déjà un petit peu à s'orienter par rapport à ce qu'on pourrait faire et se dire avec... Moi, j'avais déjà l'idée de ce métier d'agent immobilier. Mais est-ce que j'en étais capable? Est-ce que j'avais la possibilité intellectuelle pour le faire, la capacité physique? Enfin voilà, plein de questions qui se posent. La capacité physique, on n'en doute pas trop, vu que vous venez de l'armée. Oui, c'est ça. Mais après, c'est des métiers qui sont complètement différents, parce que du coup, il n'y a aucune transcription entre musicien militaire et agent immobilier. Sandrine Polet-Tricheux, quels sont les dispositifs qui existent pour accompagner
les candidats à la reconversion à Pôle emploi, par exemple? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a donc différentes prestations. Donc, sur vraiment le projet professionnel, où là, soit on a déjà une idée, et donc on va creuser cette idée pour savoir si c'est bien la bonne, ou alors on n'a pas du tout d'idée. Et donc, dans ces cas-là, justement, on va aller en immersion dans différentes entreprises pour savoir si exactement... Et Nathalie Bagot, elle était active. Est-ce qu'il existe aussi des dispositifs pour ceux qui sont déjà encore salariés? Oui, tout à fait. Donc, il y a le conseil en évolution professionnelle qui existe pour eux. Donc, en fin de compte, c'est une prestation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que tout employeur doit accompagner son salarié dans la formation, ou le préparer même, malheureusement, s'il y a des licenciements à venir. Donc, c'est une obligation. Et donc, il y a ce fameux CEP qui est là et qui va permettre aux salariés d'être accompagnés pour une éventuelle reconversion. Donc, c'est sur le temps libre ou selon des accords de branche, ça peut être aussi sur le temps de travail. On va parler un peu maintenant de votre quotidien, Nathalie Bagot. Être professeur des écoles en prison, qu'est-ce que c'est au quotidien? Qu'est-ce que c'est au quotidien? C'est être professeur, en fait. Déjà, moi, ma mission, c'est enseigner, quel que soit le lieu où et je le public. suis. Voilà, je suis fonctionnaire et donc, voilà, ma mission, c'est d'enseigner, quel que soit le public. Là, effectivement, ce sont des publics empêchés, puisqu'empêchés d'aller suivre à l'extérieur forcément des cours librement. Mais ma mission, elle est la même, quel que soit l'établissement dans lequel on exerce. Et comment vous en êtes venue à devenir institutrice, professeur des écoles en prison? Parce que vous avez eu un parcours dans le classique, j'imagine? Alors, très peu, en fait. J'ai été une année de stagiaire dans le Morbihan en école ordinaire, ce qu'on appelle école ordinaire. Et ensuite, j'ai été nommée sur des postes auprès de publics en situation de handicap, par hasard, et j'y suis restée par choix, en fait. C'est vraiment une grosse découverte pour moi, parce que on a une énorme liberté dans le travail, en fait. On adapte, on ne fait qu'adapter, nous ne sommes que des passeurs, en fait, de savoir. Donc, nous ne faisons que nous adapter au public qu'on rencontre en face de nous. Et ça, c'est ce qui va. Et c'est une force, aujourd'hui, de se dire, est-ce que ça vous accompagne dans votre mission aujourd'hui, le fait d'avoir eu une vie professionnelle antérieure? Complètement. Je pense que j'ai un regard complètement différent sur l'enseignement par rapport à des collègues qui n'ont fait qu'enseigner. Je pense que la vision aussi d'avoir travaillé dans le privé avec des contraintes, des attentes et un marché de l'emploi qui est parfois un petit peu compliqué à gérer m'ont fait avoir une autre vision des choses. Et du coup, un autre regard aussi sur les apprentissages qu'on pouvait dispenser aux élèves. Emmanuel Grosvalet, c'est une force d'avoir eu une vie professionnelle antérieure et d'accéder à un nouveau domaine? Oui, mais même pas que pour moi, militaire, ou peut-être aussi pour madame, mais pour nos futurs employeurs. L'expérience, en fait, compte réellement. Oui, il y a les diplômes, effectivement, mais il y a aussi l'engagement qu'on a pu faire avant, notre expérience. Et effectivement, aussi, madame disait, par rapport aux formations, nous, on a la chance de pouvoir faire des préparations en entreprise, ce qui est quand même très, très important pour nous, pour découvrir le métier qu'on envisage de faire. Donc, non, c'est très, très important au niveau des employeurs. C'est une valeur ajoutée. C'est vraiment une valeur ajoutée. Et c'est très valorisant. Exactement. Alors, une dernière petite question. Est-ce que vous imaginez une autre reconversion? Moi, oui, je pense, dans quelques années, parce que ce métier d'enseignant auprès de publics particuliers est énergivore et chronophage, c'est énorme. Mais pas pour l'instant. Tant que je trouve du sens à aller au travail tous les matins et que j'y vais avec plaisir, et voilà, non. Mais, vous avez déjà une petite idée de ce que vous voudriez faire? Peut-être, mais rien n'est envisagé pour le moment, parce que je me plais, j'aime ce que je fais. J'aime y aller tous les matins, donc pour le moment, non. Emmanuel Grosvalet, il nous reste quelques secondes. Est-ce que je serais une troisième vie dire non pour l'instant. C'est une nouvelle deuxième vie. Ça fait qu'1 an et demi d'agent immobilier. Je me plais aussi très très bien dans ce métier-là. Merci en tout cas pour vos témoignages. On va repartir retrouver Evan et Marie-Gabrielle du côté de Sarzeau. Exactement, Anne Fantet, puisque là, nous sommes dans un laboratoire un peu unique au monde, voire pas qu'un peu, complètement unique au monde. C'est ici que Marie-Gabrielle crée et développe sa spirubraise, la spiruline marine, un concept breveté, unique au monde, comme je le disais. Marie-Gabrielle, c'est quoi les applications de cette spiruline marine? Elles sont multiples. Elles sont multiples, oui. Nous l'avons testé sur 4 domaines d'application. La gastronomie, et on a obtenu un prix au Cial, sélection Cial Innovation pour notre caviar vert. Pour notre booster nutrition, le booster océanique est un véritable concentré de bienfaits marins. Une gamme cosmétique vivante, pro
et boutique, des enveloppements thalasso. Et le dernier axe a été un axe pharmacopée par la mise en lumière d'actifs à haute valeur ajoutée. Et alors, quand on parle de spiruline marine, alors là, on ne peut pas faire mieux. Il y a de la spiruline dans les bocaux juste ici et il y a la mer juste devant nous. Le cadre est quand même canon. Tu vas nous faire une petite expérience que je te laisse commenter. Vous allez voir de la vraie spiruline et on va même la goûter. Enfin, je vais la goûter. Je joue au cobaye. Vas-y, explique-nous ce que tu fais. Alors, là, vous avez une production dans ce bocal. À l'intérieur, il y a plein de petites spirubraises. Je vais la passer à travers un filtre pour pouvoir la récolter. Et comme vous le voyez, la spirubraise reste sur le filtre, dans le bocal. Il n'y en a quasiment plus. Il n'y a que les petites qui vont se remettre en culture, que je vais remettre en culture. Et c'est ça qu'on va consommer. Et c'est cette petite spirubraise qui est unique au monde. Tout à fait. C'est une souche qui n'existe nulle part ailleurs, que nous avons élaborée ici et qui est un véritable or-vert marin. Et alors, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise? Est-ce que tu es soutenu peut-être par la région Bretagne pour développer ce projet? Ça a été formidable. Comme je me suis lancée en 2013, j'ai été soutenue par la Technopole. Nous avons également été soutenus par le Conseil général, le Conseil régional, la BPI. Nous avons eu une subvention à l'innovation, à la faisabilité, une subvention également de la Fondation Guillaumard. Et aujourd'hui, on est accompagné par la région pour répondre à un appel à projet du plan de relance de Bruno Le Maire pour pouvoir lancer l'usine .0 de cet or-vert marin à Arzon sur un terrain que nous avons acquis et qui est déjà constructible puisque j'ai obtenu le permis de construire. Donc c'est juste maintenant une question de financement pour lancer cette première usine. Et c'est en cours et ça devrait ouvrir à la fin de l'année prochaine. Exactement. Là, nous sommes accompagnés par l'ECAM, l'École d'ingénieurs des arts et métiers, par de jeunes ingénieurs pour le travailler en éco-conception. Parce que l'important, c'est de faire de cette ferme une ferme de référence en termes d'efficacité énergétique. On reviendra la voir avant que ça soit Anne Fantet de reprendre la suite de l'émission. Est-ce qu'on peut la goûter, cette spiruline? Oui, bien sûr. Parce que tu fais aussi donc j'enlève mon masque pour goûter, c'est plus pratique. Est-ce que tu fais aussi des huîtres avec ça, c'est ça? Exactement. J'ai d'ailleurs déposé le nom. Ça s'appelle des huîtres de jade. Ce sont des huîtres qui sont nourries à la spirubraise. Et c'est un goût iodé. Et on retrouve le goût végétal iodé de la mer. J'ai déjà goûté de la spiruline en eau douce, mais alors celle-là, la spiruline marine, c'est vrai qu'on dirait des algues. Bah écoute, super. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. On va se retrouver dans quelques minutes. Vous allez voir que la spiruline peut aussi révolutionner le monde de la couleur. On peut passer du vert au bleu et au orange, et ça, on en reparle tout à l'heure. C'est à toi, Anne Fantet. Merci Evan, à tout à l'heure. On continue à parler emploi. C'est aussi un métier dans lequel beaucoup s'engagent sur le tard. Le métier de paysagiste a le vent en poupe ces dernières années. Ce matin, c'est Victor qui nous présente son métier. Voilà, là on a des petits rejets de lierre qu'on a plantés, ce qui est normal. Et on essaie de les supprimer petit à petit pour pas qu'ils viennent en fait envahir le massif. Je suis Victor Bonera-Rollin, je suis paysagiste concepteur. Un paysagiste concepteur, c'est un paysagiste qui a la multicasquette, qui est capable de dessiner les plans d'un jardin et qui à la fois est capable aussi de le créer. Il n'y a que celui-là qui est un petit peu chétif. On vient planter, on vient travailler les massifs, pailler, on vient installer des petits bouts de rêve un petit peu partout en ville. Taille des arbustes aussi, éventuellement palissage des grimpantes. Quand on installe un jardin, il faut accepter qu'il y ait tout son cortège qui vient avec. Il y aura des limaces, il y aura des escargots, c'est pas grave, c'est normal. Et c'est ça qui me motive le plus, c'est de travailler sur des sols complètement stériles et de voir que finalement toute la vie reprend. Ici, on a un pissenlit qui pousse en fait au pied de l'arrosage automatique. Donc dès qu'il y a de l'eau, en fait, il va s'installer là, c'est normal. On va l'insérer et venir tirer dessus. Et une fois que le crack est fait, c'est que voilà, la racine est sortie. J'ai eu la chance de grandir dans un cadre familial où il y avait un grand parc. J'adorais me perdre dans le jardin et surtout apprendre énormément de ma grand-mère qui finalement m'a, je pense, tout appris. Dans mes études, je ne m'y retrouvais pas et je me suis demandé à un moment donné, mais voilà, dans quoi est-ce que tu peux passer des heures et des heures et des heures? Et je me souvenais ce parc-là dans lequel je passais mes vacances entières à travailler en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, on part là-dedans.
créer un jardin, c'est aussi réfléchir à tous les sens qui vont être mis en éveil et comment est-ce que comment créer une atmosphère de cocon avec peu de choses finalement. On est des poètes, mais voilà, on sait aussi effectivement, une fois qu'on est sur le terrain, être efficace, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Bon, voilà. Il faut être prêt à affronter les intempéries et c'est aussi ça qui fait pour moi la beauté du métier, quoi. C'était le portrait de Victor et nous a rejoint Julien Magnien. Bonjour, vous êtes conseiller Pôle emploi à l'Annester. Grâce à vous, on va tout savoir sur le métier de paysagiste. Alors, il est important de distinguer le paysagiste du jardinier. Sur quel type de projet intervient le paysagiste ? Eh bien, le paysagiste va être la personne qui s'occupe de l'entretien des espaces verts. Donc, la tonte, la taille ou encore la plantation font partie de son quotidien. Il exerce aussi bien au niveau des territoires que chez les particuliers, voire même peut créer son entreprise. Il peut se trouver en zone rurale comme en zone urbaine, comme les murs végétaux par exemple. Et faut-il forcément une formation pour exercer le métier ? Alors oui, il y a plusieurs niveaux de formation. Déjà le CAP, donc qui se prépare en 2 ans pour devenir ouvrier paysagiste. Ensuite, vous avez le niveau Bac plus 2 qui se prépare au niveau du BTS au titre de l'architecte paysager. Vous avez ensuite, comme on l'a vu dans le reportage, le paysagiste concepteur disponible à partir du Bac plus 5. Vous avez à côté certaines formations qui peuvent être complémentaires, comme l'élagage par exemple, ou le permis EB qui permet d'avoir la remorque et donc de décharger tout ce qui est déchets verts. Vous pouvez avoir aussi l'utilisation d'un casses, par exemple. Alors, on l'a vu dans le portrait à l'instant, il faut évidemment une bonne condition physique. Quelles sont les autres qualités requises ? Alors oui, tout à fait, une condition physique. Il faut aimer travailler la terre par tout type de temps, mais également, il faut aimer travailler en équipe, puisque c'est un travail de groupe également. Il faut aimer créer aussi et aimer apprendre. Il faut savoir reconnaître les végétaux qui vont parcourir, voilà, qui vont être dans le parcours du paysagiste. Alors c'est un métier qui a le vent en poupe, je le disais tout à l'heure. Quels sont les types de structures qui peuvent embaucher des paysagistes ? Alors vous avez tout ce qui est structure donc auprès des particuliers. Vous pouvez également travailler auprès d'une mairie ou encore d'une collectivité territoriale. Vous pouvez exercer également après chez les particuliers, soit en créant votre entreprise, soit en vous faisant rémunérer par le biais de chèques emploi-service. C'est très simple. Et quels sont les salaires dans la profession pour finir ? Alors on va tourner autour des 2 000 € bruts. Ces salaires-là peuvent varier suivant si vous êtes dans une grande ville ou la campagne. Mais en général, pour ce qui est de ouvrier paysagiste, on est aux alentours de 2 000 € bruts. Et un dernier conseil pour ceux qui souhaitent postuler ? Oui, n'hésitez pas à aller regarder de vous-même qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Alors, jardiner, évidemment, tout le monde sait le faire. Le métier d'ouvrier paysagiste est un métier qui peut être différent. Et donc, n'hésitez pas à faire des stages, comme une convention PMSMP à Pôle emploi, pour découvrir sur le terrain, de vos yeux, comment se passe le métier. Merci beaucoup Julien Magnien pour tous vos éclairages. Et toujours côté emploi, c'est souvent une question épineuse lorsqu'on soumet des candidatures. Doit-on postuler lorsqu'on n'a pas toutes les compétences ? Arthur Persicos nous répond. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Je n'ai pas toutes les compétences attendues, est-ce que je postule ? Le recruteur trouve rarement la perle rare. Il fait forcément des compromis. Alors oui, vous pouvez le tenter. La lettre de motivation doit montrer au recruteur qu'il ne perd pas au change. Étudiez bien l'annonce, potassez vos infos sur l'entreprise et démontrez point par point que vos compétences peuvent s'adapter à de nouvelles fonctions et que vos qualités compensent largement les manques. Donnez des exemples concrets de tâches accomplies avec succès et mettez en avant vos qualités humaines, celles qui font de vous un collaborateur efficace et motivé. Vous n'êtes peut-être pas le candidat parfait, mais vous êtes le bon candidat. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance.
Vous l'aurez compris, tentez votre chance, comme on le dit souvent, il n'y a rien à perdre. C'est l'heure de notre moment solidarité. À présent, comme chaque jour, on vous donne des idées pour vous engager sur votre territoire. Ce matin, on vous parle des visiteurs de prison. Regardez. Ça me dirait bien d'être visiteur de prison. Tu as raison, c'est tellement utile pour la réinsertion. Pour être visiteur de prison, il faut être majeur et ne pas avoir de casier judiciaire. Il n'est pas obligatoire d'être membre d'une association, mais c'est recommandé. Cela vous permettra d'être accompagné, notamment lors de votre demande d'agrément. La demande d'agrément se fait auprès de l'administration pénitentiaire. Elle comporte un entretien qui évalue notamment l'équilibre psychologique et la disponibilité du candidat. L'agrément est accordé pour une période de 2 ans, renouvelable une fois. Marie-Laure, enseignante à la retraite, est visiteuse de prison depuis 8 ans. J'ai fait le choix de ne visiter qu'une personne par après-midi, toutes les semaines, le temps de son incarcération, afin de nouer une relation profonde. Elles me donnent leur confiance, je leur donne de l'écoute et de la bienveillance. C'est un moment précieux pour les détenus qu'ils ne veulent pas manquer dans leur semaine. Aujourd'hui, c'est le jour de ma visiteuse, disent-ils à leurs codétenus. Pour être visiteur de prison, contactez directement l'administration pénitentiaire ou l'Association nationale des visiteurs de prison. Toutes les infos sont sur servicepublic.fr. Visiteurs de prison, usez de votre liberté pour aider ceux qui en sont privés. Et c'est ce qu'a fait Marie-Vonne de Viton. Bonjour, vous êtes membre de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison. Comment avez-vous mis un pied dans ce monde des visiteurs de prison ? De façon tout à fait inattendue, au moment de la Coupe du Monde de foot de 98. D'accord. J'étais professeure d'anglais, je l'ai été pendant 35 ans. Moi, je n'ai pas fait de reconversion, j'admire beaucoup. Et on m'a demandé de servir d'interprète pour des hooligans anglais. D'accord. Voilà. Et je me suis rendu compte, dès la première fois où j'ai mis les pieds dans un commissariat pour traduire, je me suis rendu compte que la présence d'un tiers neutre calmait l'ambiance, apaisait les tensions. Et quand on m'a demandé quelques semaines plus tard si je voulais être visiteuse, j'ai dit oui. Ça m'a semblé utile. Et comment sont affectés les visiteurs de prison ? Alors, c'est toujours à la demande de la personne détenue, par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et c'est le service pénitentiaire qui choisit le visiteur qui correspondra à la personne. Et, je vous en prie. Voilà. Et on voit les personnes, en principe, une fois par semaine, en face à face, dans un petit box. Voilà. Et tout est confidentiel. Absolument confidentiel. Et vous êtes mis au courant des raisons de l'incarcération ? Pas du tout. Pas du tout. Quand nous rencontrons la personne, nous ne savons absolument pas pour combien de temps elle est là et pourquoi elle est là. Voilà, c'est à sa demande que nous venons. Je voudrais rectifier une toute petite chose dans le magnéto qui vient d'apparaître, oui. Oui, l'agrément est donné en effet pour 2 ans, mais renouvelable autant de fois. Moi, ça fait 22 ans que je suis visiteuse, depuis 98. Et quelle est la mission principale du visiteur ? C'est d'être à l'écoute, j'imagine ? L'écoute. Oui. Voilà, l'écoute. Notre mission, c'est d'être disponible et d'être un pont entre l'extérieur et l'intérieur. De donner aux personnes que nous rencontrons, nous disons des personnes détenues, elles sont d'abord des personnes, de leur donner le sens de leur dignité. Certains m'ont dit, je suis quelqu'un puisque vous qui êtes occupé à l'extérieur, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous êtes professeur à l'époque, et vous venez me voir, donc c'est que je suis quelqu'un quand même. Voilà, parce que les actes... Alors, ce qui est sûr, c'est que les visiteurs ne sont pas des naïfs. Nous n'excusons rien. C'est pas parce qu'on est visiteur qu'on excuse les délits ou les crimes commis. Et nous n'oublions pas non plus les victimes. Ça, c'est évident. Mais pour nous, une personne détenue est d'abord une personne. Et on se rend compte que toutes ces personnes, quel que soit l'acte commis, même s'il est monstrueux, et on rencontre des détenus qui ont commis des choses épouvantables, mais même si l'acte est monstrueux, l'auteur reste une personne. Et jusqu'où on peut tisser des liens ? Il y a une sorte de distance à garder malgré tout ? Oui, bien sûr, mais ça enfin, je veux dire, c'est instinctif, ça se fait tout seul. Bien sûr, on ne peut pas faire croire qu'on croit nécessairement tout ce qui nous est dit. Et puis, il y a une sorte de
d'amitié, si on veut, on voit certaines personnes pendant très longtemps. Moi, j'ai toujours été en maison d'arrêt ou en centre pénitentiaire, mais pour des durées de peine assez limitées. Mais j'ai vu des personnes pendant 4 ans. Certains dans les centrales, par exemple, certains visiteurs voient des personnes pendant 10 ans, 15 ans. Et ça fait 22 ans que vous faites ça. Est-ce que ça a changé la personne que vous êtes aujourd'hui? Certainement. Je trouve que ça donne un équilibre. On se rend mieux compte de certaines réalités de la vie. Et puis, parce qu'on connaît peu le monde des prisons finalement. Pardon ? On connaît peu le monde de la prison, de l'incarcération. Il y a très peu de personnes qui connaissent finalement ce qui se vit à l'intérieur. Et il se vit de très belles choses. Et nous, on reçoit des leçons de vie, ça c'est sûr. Des leçons de tolérance, parce qu'on ne choisit pas son co-détenu. Des leçons de patience, parce qu'en prison, on attend. On attend la réponse de l'avocat, on attend la date du procès, on attend que le surveillant puisse ouvrir la cellule pour aller à la douche ou pour aller, etc. On attend, on est sur la liste d'attente pour un travail, etc. Donc on attend tout le temps. Et puis des leçons de solidarité aussi. Il y a une grande solidarité entre les personnes détenues. Alors, il y a aussi de la violence, on me dira, c'est vrai, mais il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup d'humilité aussi. Et vous avez noué des amitiés en 22 ans ? Je ne peux pas dire nouer des amitiés, mais des liens forts. Oui, des liens forts, certainement. Et puis, certains m'ont dit, enfin c'est l'expérience de beaucoup de visiteurs, certains m'ont dit, vous m'avez sauvé la vie. Parce que le fait d'écouter quelqu'un lui permet de prendre éventuellement du recul par rapport à ce qu'il a fait. Nathalie Bagot, je crois que ça vous parle, ce qu'elle dit, Marie-Vonne de Viton. Voilà, c'est ça. Je voulais revenir sur l'humanité, en fait. C'est ça. C'est le grand mot qu'on doit avoir quand on travaille en prison, c'est qu'on travaille avec de l'humain et on est sur des principes d'humanité. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger, c'est pas notre travail. La justice a fait son travail. Nous, on est là pour prendre les personnes comme elles sont, avec leur histoire de vie, et accepter et adapter nos réponses aussi à ce qui nous est transmis de leur part. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'en 22 ans, j'ai constaté, j'en suis vraiment témoin, et tous les visiteurs vous diraient la même chose, que dans toute personne, il y a du bien. Quelle que soit la monstruosité éventuellement du crime commis, dans toute personne, il y a du bien. Donc, avec certains, on va les aider à prendre conscience de ce bien et à se rendre compte que peut-être ils peuvent prendre un autre chemin, se remettre debout, etc. Avec d'autres, certains sont horrifiés eux-mêmes par ce qu'ils ont commis et on va les aider à retrouver une certaine estime d'eux-mêmes. Et j'en reviens à votre association. Combien de personnes constituent votre réseau bénévole ? Alors, il y a à peu près 1500 membres dans l'association, dont 1200 à peu près sont visiteurs. Et vous avez toujours besoin de bénévoles ? Oui, alors selon les régions, on recrute plus ou moins. Mais en effet, oui, l'association cherche à recruter, et les services pénitentiaires cherchent à recruter des visiteurs. Et on cherche aussi à rajeunir les cadres. Emmanuel Grosvalet, que vous inspire le message qu'adresse Marie-Vonne sur l'univers carcéral Un beau message d'humanité, en tout cas. Et je pense que, du coup, ils doivent vraiment vous remercier, ces personnes qui ont une écoute en dehors du monde carcéral et de la justice, donc une écoute extérieure de l'extérieur. Oui. La solidarité, c'est pour tout le monde, en fait, c'est ça. Il nous reste que quelques secondes. Si vous voulez ajouter un petit mot, je vous en prie. Oui, juste que ces personnes ressortiront, et si elles ressortent révoltées ou si elles se sentent méprisées, rejetées, elles ne pourront pas se réinsérer dans notre société. C'est un meilleur tremplin pour la réinsertion. Qu'est-ce qu'on veut faire de la prison ? Il faut s'interroger là-dessus. À quoi ça sert ? Dans quelles conditions est-elle favorable à une réinsertion ? Vaste question. Merci beaucoup, Marie-Vonne de Viton, d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on repart faire un saut du côté de Sarzeau, où l'on retrouve notre cher ami Evan. Et oui, en bonne compagnie, puisque dans tous ces bocaux, il y a de la spiruline, des micro-organismes vivants. C'est assez incroyable, je les surveille depuis tout à l'heure. Enfin, on les surveille. Avec toi, Marie-Gabrielle. Alors, tu es Madame Spiruline, hein, c'est comme ça qu'on t'appelle ici. Oui, tout à fait. On en parlait, reconversion professionnelle. Si vous nous rejoignez, Marie-Gabrielle, tu as commencé hôtesse de l'air, tu as travaillé dans le chocolat. Et maintenant, tu travailles dans la spiruline marine, concept unique au monde, que tu as notamment décliné sur de la cosmétique. On voit les produits là-bas, je te laisse nous les présenter.
Alors, nous avons lancé une gamme de crèmes, du savon, un gommage, un masque, avec soit de la matière fraîche, soit de la matière lyophilisée, sans ou peu de conservateurs. La récolte tout de suite mise dans ces produits a un impact beaucoup plus fort et un pouvoir beaucoup plus intéressant. Et ça donne pas le teint vert d'avoir mis de la spiruline sur le visage, on ne ressemble pas à Shrek? Non, bien au contraire, voilà la preuve. Et ensuite, comme elle est bourrée de bêta-carotène, eh ben, on a bonne mine toute l'année. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, la spiruline, on la voit verte, mais en fait, toi, tu arrives à la transformer en bleu et en orange, comme on peut le voir ici. Je te laisse nous expliquer comment tu fais et nous montrer cette petite expérience digne des plus grands chimistes. Eh bien, tout simplement, dans la spirubraise, il y a le colorant, le pigment chlorophylle, il y a la phycomarine et le bêta-carotène. Et pour vous montrer, justement... Voilà, je te tiens le micro, je fais ton petit assistant chimiste. Alors, vous explique. voyez? Oh, bravo. Donc en fait, ça est l'une des nombreuses applications de la spiruline, ça va être notamment de proposer des colorants naturels. Voilà, tout à fait. Ici, il suffit qu'on fasse en direct pour que ça ne marche pas de la même façon. Voilà, on va avoir du... C'est parce que le sucre glace, c'est pas bien, il a pris l'humidité. C'est exact, tout à fait. Ici, on va avoir donc le sucre qui va se colorer en vert. Et là le bleu. Bravo. Alors c'est quand même dingue de se dire que le vert devient bleu et des pigments bleus dans la nature, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Non, et surtout... Alors, il va falloir le bleu de la mer, oui. Ça n'existe nulle part au monde. Regardez comment c'est beau. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup le temps, Marie-Gabrielle, mais j'aimerais bien que tu nous donnes un petit message pour les gens qui nous regardent. Je te rends le micro et qui aimeraient se lancer dans la reconversion. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? D'oser et de se faire accompagner. Aujourd'hui, je suis la représentante de la CPME, le syndicat des petites et moyennes entreprises à Transition Pro. C'est le réseau des financements de formation pour tout salarié, patron ou salarié, voulant se reconvertir. Et il faut aller vers eux parce qu'il y a des aides aujourd'hui. On a le droit de vouloir changer de vie et de faire enfin ce qui nous plaît, ce que moi j'ai fait tout au long de ma vie. Et puis tu t'es fait aider, on le disait tout à l'heure, par la région Bretagne, oui. Et aussi par tes amis qui t'ont soutenu financièrement. Exactement. Aujourd'hui, je ne serais pas là où j'en suis si je n'avais pas eu cet entourage très fort. C'est mes enfants qui sont un soutien incommensurable et un breton aujourd'hui pour lequel je reste. Super. Et ben en tout cas, merci d'avoir partagé ton univers avec nous, Madame Spiruline. C'était un plaisir. Demain, nous, on va se retrouver dans un tout autre univers. On va dans un lycée hôtelier du côté de la Guerche de Bretagne. Ils vont nous présenter les formations de pâtissiers. Alors lundi, petit shot de spiruline pour la vitalité. Mardi, petit shot d'éclair au café pour la gourmandise. Moi, je trouve que la semaine commence plutôt très bien. Une petite question, Evan. Si tu devais faire une reconversion, tu ferais quoi? Eh ben, journaliste avec toi dans une super émission, parce que c'est le cas pour le coup. Super, allez, à demain, Evan. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir témoigné sur ce plateau. Ensemble, c'est mieux, c'est terminé déjà pour aujourd'hui. À suivre dans quelques instants votre journal régional. À demain.